Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent, à savoir un cas d'étude réel avec un client que j'ai eu il y a quelques semaines. Alors, c'est quelque chose que vous m'avez demandé, ou en tout cas que vous avez approuvé quand j'en ai parlé sur Instagram. J'ai d'ailleurs partagé déjà quelques cas d'études en story sur Instagram, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais sous format vidéo. Donc, l'intention avec un contenu de ce type, c'est d'une part de sortir un petit peu de la théorie et de voir comment toutes les choses dont je peux parler ou toutes les choses dont on peut entendre parler sur Internet, comment est-ce que ça s'applique concrètement quand on souffre, quand on a des symptômes, quand on a mal. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, ce que j'espère, c'est que en vous montrant la façon dont je réfléchis à certains cas d'études, car j'ai prévu d'en faire plusieurs, ça vous permet de savoir quelles questions poser à vos praticiens lorsque vous êtes pris en charge, voilà, afin que vous ayez des réponses. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de réponse, qui ne savent pas pourquoi leur corps exprime tel ou tel symptôme, et ça mène à pas mal de frustration et des fois même du désespoir. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que pour une fois, je vais prendre mes notes sur mes genoux. Donc, je vais prendre mon ordinateur. Et ce que je vais faire, c'est je vais reprendre les informations dans l'ordre dans lesquels j'y ai eu accès. Comme ça, vous voyez comment mon raisonnement a évolué au fur et à mesure que j'avais de plus en plus d'informations. Donc, on va commencer avec le premier email que j'ai reçu. Puis ensuite, quand j'ai reçu les questionnaires de la personne ainsi que ses radios, donc cette personne m'a envoyé tout un tas d'imagerie médicale. Et enfin, quand on a été en consultation ensemble, ce que j'ai pu identifier en examinant la personne. Donc, bien évidemment, ça va rester anonyme, mais il s'agit d'un homme de 37 ans, si je me souviens bien, qui souffre de mal de dos. Donc, je vais vous lire un petit peu ce qu'il m'a dit quand il m'a écrit. Alors, voici ce qu'il m'a écrit dans son premier email. J'ai une douleur chronique au niveau sacro-iliaque, entre parenthèses, je pense, depuis des années. Ça a commencé de manière plus courante vers 2020, donc on est fin 2025, ça faisait plus de 5 ans. Douleur qui m'empêche beaucoup de choses dans les périodes de grosses douleurs. J'ai consulté une multitude de médecins ou autres en Belgique, car c'est un Belge, donc coucou la Belgique, je sais que vous êtes là aussi. C'est un Belge qui a récemment déménagé sur la Côte d'Azur. Donc j'ai consulté une multitude de médecins ou autres en Belgique qui n'ont jamais vraiment pu comprendre la cause. Pour un médecin rhumatologue, il s'agit d'une spondylarthrite ankylosante. Alors, je vais commencer par définir un petit peu les termes du jargon médical, et c'est quelque chose que j'essaye de faire à tous mes clients aussi, parce que l'inconvénient du jargon médical, son avantage, c'est extrêmement précis. Donc pour les médecins, c'est parfait. Ça permet de savoir exactement de quoi on parle. L'inconvénient, c'est que lorsque le patient, dans ce cas-là, ou le client, quand je parle de moi, entend ces mots-là, il ne sait pas trop ce que ça veut dire et en général, ça fait plutôt peur. Donc, quand le médecin rhumatologue soupçonne qu'il s'agit d'une spondylarthrite ankylosante, qu'est-ce que ça veut dire? Spondylarthrite, c'est composé de deux mots. C'est spondy. Je reprends. Spondylarthrite, c'est composé de deux mots. Il y a le préfixe spondy qui veut simplement dire colonne vertébrale. Et arthrite, ça veut dire inflammation. ITE, c'est un suffixe qui veut dire inflammation. Et arthrite, donc c'est inflammation des articulations de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est spondylarthrite. Et ankylosante, ça veut dire que l'inflammation a duré depuis suffisamment longtemps pour que ça commence à se durcir, à se solidifier, à devenir de plus en plus osseux, si vous voulez. Donc ça, c'est ce que le médecin rhumatologue soupçonne. Donc moi, je lis ça, j'en sais pas plus. Évidemment, j'ai répondu au client. Et je me dis, ok, douleur chronique au niveau sacro-iliaque, je sais à peu près à quoi ça peut ressembler. Je vais vous mettre l'articulation sacro-iliaque à l'écran, je vais essayer de trouver une image pour l'illustrer. Mais le plus souvent, déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui cause de la douleur. La douleur, c'est un signal nerveux qui remonte au cerveau, mais qui vient de quelque part. En l'occurrence, ce signal nerveux vient du bas du dos. Pour cette personne-là, c'était à droite. C'est entre le bas du dos et le haut de la fesse, à peu près. Ça, c'est le niveau sacro-iliaque. Pour qu'il y ait un signal nerveux qui ait pour origine cette partie-là, il faut qu'il se passe quelque chose. Et très souvent, il faut qu'il y ait de l'inflammation pour que
le signal remonte, surtout si c'est chronique. Si c'est quelque chose d'aigu, si c'est une douleur d'un seul coup, souvent c'est parce qu'on a pincé un nerf ou quelque chose de vraiment potentiellement dangereux. Mais si c'est quelque chose de chronique, c'est qu'il y a potentiellement de l'inflammation et que le corps cherche à nous faire savoir que c'est une zone sensible et la douleur, elle est simplement là pour nous dire attention à ce que tu fais, ça fait mal, on est en train de réparer. Et je sais déjà que si c'est vraiment au niveau sacro-iliaque, donc sacro-iliaque, ça veut simplement dire entre le sacrum, donc sacrum, c'est l'os qui est à la base de la colonne vertébrale, et l'ilium, qui est un des os du bassin. Donc l'articulation sacro-iliaque, c'est littéralement la jonction entre la colonne vertébrale et le bassin. Je sais que s'il y a de la douleur à ce niveau-là, c'est très souvent parce que ça frotte, parce que c'est pas très stable et du coup ça frotte, ça se cogne. Et quand je vois ça, le plus courant, c'est que les muscles qui sont censés stabiliser cette articulation ne font pas leur travail. Et du coup, il y en a souvent d'autres qui tentent de compenser, on va le voir un peu plus tard. Mais du coup, comme ces muscles stabilisateurs ne font pas leur travail, les articulations bougent et ça mène à de l'irritation, ce qui mène à de l'inflammation, ce qui mène à des signaux nerveux qui sont ensuite interprétés comme de la douleur. Donc, ce que je veux savoir, c'est qu'avant même de voir la personne en consultation, je me dis, OK, il y a potentiellement quelque chose au niveau des muscles stabilisateurs, on va en reparler un tout petit peu après, mais pour moi, c'est le plus probable. Et du coup, je me dis, si c'est le cas, juste travailler sur ces muscles stabilisateurs devrait aider à soulager. Voilà, donc ensuite, on va passer à toutes les imageries médicales qu'il a pu faire, qu'il m'a envoyé dans un long email, ce qui va nous aider à y voir un peu plus clair. Donc, cette personne m'a envoyé un total de 9 documents qui sont des comptes rendus d'imagerie médicale de toutes sortes, qui vont de 2020 jusqu'à fin 2024. Alors, il y a des radios, des IRM, je vais vous mettre ça à l'écran, et des scanners, voilà, il y a un petit peu tout ça. Des échographies aussi. Alors, la première chose que j'ai faite, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est j'ai mis les choses dans l'ordre et j'ai traduit à nouveau le jargon médical pour qu'on y voit un peu plus clair. Alors, je ne vais pas tout reprendre dans l'ordre parce que ça serait un peu long, mais on voit que par moment, il n'y a rien qui explique la douleur. Par contre, par moment, on détecte un œdème, surtout au début, un œdème à l'intérieur de l'os. Ensuite, on voit qu'on cherche une hernie discale, on voit qu'il n'y a pas grand-chose de significatif. Ensuite, on voit qu'il y a un autre œdème qui a été confirmé un peu plus tard. Ensuite, on essaye d'écarter la piste de la spondylarthrite ankylosante que le médecin rhumatologue a soupçonné. Et en faisant ça, on fait un scanner de l'articulation sacro-iliaque et là, on voit qu'il y a une sclérose de l'os. Et ensuite, le dernier examen, c'est une radiographie de toute la colonne vertébrale et on voit qu'il y a une sacro-ilite des deux côtés. Donc, à nouveau, le suffixe ITE, ça veut dire inflammation. Donc, sacro-ilite, ça veut dire inflammation de l'articulation sacro-iliaque des deux côtés, en l'occurrence. Et on voit aussi une usure modérée des disques C5, C6 et C6, C7, donc au niveau des cervicales. Donc, qu'est-ce que je fais de cette information-là? Sachant que quand j'ai vu cette personne en consultation, j'ai pris le temps de lui expliquer pour un petit peu la rassurer. Parce que quand on prend le temps d'expliquer et que c'est plus du jargon médical, on comprend beaucoup mieux la démarche. Et il y a énormément de logique et de méthode dans la démarche au niveau imagerie médicale. Mais le patient, donc mon client, ne s'en rendait pas forcément compte. Et ça nous donne des informations, même si voilà, les médecins ne savaient pas forcément quoi faire de cette information. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que assez tôt, dès 2021, on a détecté un œdème à l'intérieur de l'os. Ce qu'il faut comprendre avec un œdème, c'est que c'est un gonflement de l'os pour faire venir des fluides. Et en fait, le corps, il fait ça, et c'est accompagné de vasodilatation et donc d'apport de fluide. Le corps, il fait ça pour faciliter la guérison de l'inflammation. Donc nous, on le détecte avec, en l'occurrence, une IRM, mais tout ce que ça veut dire, c'est que le corps cherche à guérir une inflammation localisée. Parfois, un œdème, c'est douloureux, et quand il y a de la douleur en plus de la vasodilatation et des fluides, ça veut simplement dire que le corps cherche à nous dire « attention au mouvement que tu fais, c'est douloureux parce qu'il y a de l'inflammation et on essaie de guérir. Donc évite de faire n'importe quoi pour ne pas réouvrir la plaie, dans une certaine mesure. » Donc ça, c'est l'œdème. Donc on voit que sur l'articulation sacro-iliaque droite, il y a un œdème.
en 2021. Ensuite, la prochaine chose un peu significative, donc là on passe en 2024, donc plus de 3 ans après, IRM du bassin, on confirme l'œdème osseux au niveau de la sacro-iliaque à droite. Surtout au côté iliaque, mais voilà. Avec suspicion de stress mécanique. Donc ça, c'est même les radiologues, il me semble, hein, qui ont écrit ça. Ok. Donc là, c'est confirmé. On sait que surtout à droite, il y a un œdème osseux. Donc le corps continue de vouloir se réparer, de vouloir lutter contre l'inflammation, si vous voulez. Et ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est septembre 2024, un scanner de son articulation sacro-iliaque qui dit que l'os montre une sclérose, surtout à droite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une sclérose, c'est une autre stratégie d'adaptation. Quand une articulation est instable, comme je disais avant, ça a tendance à frotter, à créer de l'irritation et donc à causer de l'inflammation. Et donc le corps, pour tenter de lutter contre l'inflammation, va créer un œdème. Œdème, à nouveau, qui vient faire venir des fluides pour que ça guérisse plus vite et potentiellement causer de la douleur qui vient simplement nous dissuader d'aggraver la plaie, si vous voulez. Mais au bout d'un moment, le corps, il se dit, on n'arrive vraiment pas à stabiliser la région, donc la région sacro-iliaque. Du coup, la meilleure chose qu'on puisse faire maintenant, c'est de durcir l'os. Donc, à défaut de réussir à stabiliser au niveau musculaire la région, avec tout un tas de compensations, et il y en avait des compensations, on va en parler quand je passe à la section où je l'ai vu au cabinet. Donc, à défaut de chercher à stabiliser la région à l'aide de muscles, on va durcir l'os. Et c'est ça une sclérose. Une sclérose, c'est juste une section de l'os qui est plus dense, qui est plus solide. Et l'idée, c'est que le corps cherche à se dire, au moins, si c'est blindé, donc si l'os il est vraiment costaud, au moins on va plus causer de dégâts dans cette région. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va se rigidifier et ça ne va plus amortir les chocs comme c'est censé faire. Et du coup, souvent, une sclérose, ça mène à des douleurs ailleurs, dans la chaîne cinétique. C'est-à-dire que comme il n'y a plus cet amorti, et à la place c'est dur, ça va transmettre l'énergie cinétique très vite, et du coup, ça va se répercuter sur d'autres régions du corps, potentiellement les genoux, potentiellement un peu plus haut, les lombaires, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mécanisme qui explique aussi d'autres choses comme le hallux valgus, c'est-à-dire que l'os cherche en permanence à se remodeler pour répondre au mieux à la demande qui lui est imposée. Donc, quand un os est stimulé, quand il est bougé, ça va faire circuler les fluides, notamment le liquide interstitiel, à l'intérieur de l'os. Et ça va être capté par les ostéocytes, donc des cellules à l'intérieur des os. Et les ostéocytes, suivant la direction de ce fluide, vont recruter des ostéoblastes ou des ostéoclastes pour ou bien rajouter de l'os à certains endroits ou détruire de l'os à d'autres. Donc ostéoblaste pour construire de l'os, ostéoclaste pour détruire de l'os. Et en fait, c'est tout simplement que le corps s'adapte à ce qu'on fait. De la même façon que si je vais à la salle de sport et que je travaille mes bras, ce n'est pas mes mollets qui vont se développer, c'est les bras. Donc c'est une adaptation spécifique suivant la demande imposée. Si j'ai un os qui en permanence est frotté d'une certaine façon ou qui en permanence est dans une position spécifique, eh bien, il va s'adapter en se durcissant à certains endroits et potentiellement en s'affaiblissant à d'autres pour répondre au mieux à cette demande. Donc là où je veux en venir, c'est que aussi bien l'œdème que la sclérose sont des mécanismes qui sont non seulement naturels, mais aussi tout à fait fonctionnels. C'est-à-dire que le corps, il se dit, OK, il semblerait qu'on soit dans une situation pendant très longtemps avec une contrainte mécanique, un stress mécanique au niveau de l'articulation sacro-iliaque. La meilleure chose qu'on puisse faire pour préserver cette articulation, c'est au début, avec un œdème, on tente de la réparer. Si on n'y arrive pas, au bout d'un moment, on va durcir l'os et c'est ce qu'on détecte avec un scanner dans ce cas-là, sous la forme d'une sclérose. Donc voilà, j'ai pris le temps d'expliquer ça à mon client, je prends le temps de vous l'expliquer aussi, mais c'est pour ça qu'on peut voir ces choses-là quand on fait des scanners de l'imagerie en général. Et donc ensuite, septembre, donc usure modérée des disques C5, C6, C6, C7, donc entre la 5e vertèbre cervicale et la 7e, et une sacro-ilite des deux côtés qui est confirmée.
Donc ça, c'était toujours avant la consultation. Quand je vois ça, donc je sais qu'il y a quelque chose au niveau sacro-iliaque. Tandis que dans son premier email, il me disait « je pense que c'est la sacro-iliaque ». Là, je sais qu'il y a quelque chose au niveau sacro-iliaque. Donc ça confirme ma suspicion que en travaillant sur les muscles stabilisateurs, notamment du bassin, notamment les abdominaux du bas, et j'en ai même parlé dans une autre vidéo qui n'a rien à voir parce que c'était dans le contexte du ventre plat, je vous la mets en description. Mais je sais qu'en travaillant sur ces muscles-là, ça devrait aider. Mais avant ça, il faut que j'examine au cabinet si effectivement ces muscles-là sont déficients. Donc là, j'ai encore des spéculations. Il faut que je confirme au cabinet pour savoir où en est cette personne-là. Par contre, à ce stade-là, je vois que, bon, il semblerait qu'il n'y ait pas de spondylarthrite ankylosante, mais chose importante, même s'il y en avait une, l'approche serait similaire. Parce que, à nouveau, une spondylarthrite, ça veut simplement dire inflammation des articulations de la colonne vertébrale. S'il y a de l'inflammation, c'est que c'est instable, donc les vertèbres ne sont pas stabilisées entre elles. Donc elles vont frotter, ce qui crée de l'inflammation. Si ça dure pendant très longtemps, comme avec la sclérose dans l'ilium, donc au niveau de l'articulation sacro-iliaque de ce client, ça va finir par se durcir. Et c'est ça la partie ankylosante. Mais je sais que si je rétablis la stabilité au niveau des vertèbres de la colonne, eh bien, ça devrait partir aussi. Donc, que l'on parle d'une spondylarthrite ankylosante ou que l'on parle d'une sacroïlite, dans tous les cas, je veux savoir où en est la position de ces articulations. Donc, il va falloir aussi que je mesure la posture, que je sache comment ces vertèbres sont positionnées et comment son bassin est positionné, ce que j'ai fait, j'y viens tout à l'heure. Et d'autre part, il faut que j'examine si les muscles qui sont censés stabiliser toutes ces articulations, que l'on parle des vertèbres ou de l'articulation sacro-iliaque, est-ce que ces muscles sont fonctionnels? Et à partir du moment où je vois ça, si les muscles ne sont pas fonctionnels, on va les travailler. Si les articulations ne sont pas en bonne position parce qu'il y a une mauvaise posture, je peux donner les mobilisations et les étirements et potentiellement les exercices de renforcement pour encourager ces articulations à se remettre dans la bonne position, ce qui mettra fin à l'inflammation, si vous voulez. Mais il y a une chose que cette imagerie médicale ou ces imageries médicales, une information que ça m'a donnée en plus, c'est l'usure modérée des disques cervicaux, au niveau cervical. Ce qu'il faut savoir avec tout ce qui est discopathie ou cervicalgie, ou surtout les discopathies et donc les usures des disques vertébraux, c'est que quand on a une usure d'un disque, 99% du temps, ça veut dire que les vertèbres dans cette région-là sont trop en flexion et pas en extension. Donc flexion, c'est je me penche vers l'avant, vers la position fétale. Extension, c'est je m'ouvre. Pourquoi? Parce que les disques sont à l'avant et c'est quand on est trop en flexion, on appuie trop sur les disques, ce qui vient les user avec le temps. Donc je sais que quand je lis qu'il y a une usure modérée des disques C5, C6 et C6, C7, ça veut dire que potentiellement, il y a la fameuse posture du dos rond, où on est un petit peu trop voûté en permanence, ce qui vient avec le temps user les disques au niveau cervical. Et il se trouve que cette personne avait aussi des douleurs dans le haut du dos au niveau cervical. C'est complètement lié. Mais du coup, je suspecte que cette personne a une posture du haut du dos qui est un petit peu voûtée. Et pourquoi c'est important? Parce que le corps cherche toujours à être en équilibre et à maintenir un bon centre de gravité. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la tête, c'est vachement lourd par rapport au volume. Et en fait, le corps fait en sorte que le centre de gravité du corps soit toujours en dessous de la tête pour qu'on puisse réagir. Il faut penser à nouveau à l'époque des chasseurs-cueilleurs. Si on devait courir, chasser, se battre, etc., il fallait en permanence que nos yeux soient au-dessus de l'horizon et il fallait qu'on puisse soutenir le poids de la tête. Et donc, là où je veux en venir, c'est que avec cet indice de usure modérée des disques, je soupçonne qu'il y a la fameuse posture avec le dos rond, potentiellement la tête en avant. Et en fait, je sais que le corps va chercher à placer le bassin sous la tête pour rester en alignement. Et quand il y a le bassin sous la tête, on appelle ça un petit peu la posture du bassin en avant,
C'est une posture qui n'est pas très sexy quand c'est vraiment extrême, mais je m'attends à ce que le bassin soit vraiment en avant et que la tête soit au-dessus. Et je sais que ça peut créer tout un tas de problèmes et ça vient avec son lot de compensation musculaire. Donc, tout ça, c'est avant la consultation, à nouveau, et je me dis, je commence à avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, mais au niveau musculaire pour cette personne et potentiellement au niveau articulaire. Et la dernière chose que j'ai eue avant de voir cette personne en consultation, c'est son questionnaire, que je vous mets à l'écran aussi, qui m'indique la santé de chacun de ses organes internes. Et si je me souviens bien, j'ai vu que le côlon était dans le rouge. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on part du principe que ce qui ne stabilise pas l'articulation sacro-iliaque, c'est une faiblesse des abdominaux du bas, je veux continuer de poser la question, pourquoi est-ce que les abdominaux du bas sont faibles? Et le plus souvent, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un réflexe viscérosomatique. C'est-à-dire qu'il y a une tension ou de l'inflammation ou un ballonnement ou un inconfort au niveau d'un des organes, en l'occurrence abdominaux. Et pour accommoder l'organe et lui permettre de guérir plus facilement, le corps va désactiver ou inhiber les muscles de la région alentour pour faciliter sa guérison. Parce que les organes sont plus importants pour notre survie que les muscles ou les articulations qui vont souffrir parce que les muscles ne font pas leur travail. Et c'est extrêmement courant parce que la quantité de personnes qui ont de l'inflammation abdominale, c'est énorme. Et du coup, la quantité de personnes qui ont le bas-ventre qui sort un petit peu parce que les abdominaux du bas ne fonctionnent pas, c'est énorme aussi. Et donc, avec ce questionnaire, je soupçonne que la raison pour laquelle potentiellement les abdominaux du bas ne font pas leur travail, c'est qu'il y a un problème potentiellement de transit ou d'inflammation au niveau du côlon. Et évidemment, c'est potentiellement un manque d'entraînement au niveau des abdos du bas, sachant que même les gens qui ont des abdos très dessinés, souvent ont du mal avec les abdos du bas. Donc, maintenant, passons à ce que j'ai pu voir pendant la consultation. Alors, la première chose que j'apprends, enfin, une des premières choses que j'apprends lorsqu'on débute la consultation, c'est que cette personne fait énormément de vélo. Et le vélo, c'est une très bonne activité sportive, mais le problème, c'est quand on en fait des heures et des heures, c'est que si on regarde la colonne vertébrale de quelqu'un sur son vélo, surtout le vélo de route, elle vient complètement épouser la forme du vélo, ce qui est très fonctionnel à nouveau pour ce sport, mais du coup, ça mène à une flexion générale de toute la colonne. Et donc, en fait, j'ai su à ce moment-là, avant même d'analyser la posture de cette personne, que ça devait contribuer à ces symptômes, parce que quand on a la colonne vertébrale qui est ronde de haut en bas, ça mène à la tête en avant et ça mène au bassin qui est sous la tête. Donc je sais que ça va contribuer potentiellement à sa douleur. Donc ensuite, je regarde la posture de cette personne debout et je constate qu'effectivement, il y a la tête vachement en avant même que je prenne la moindre mesure, ça se voit à l'œil nu. Et je vois qu'il y a effectivement les hanches qui sont vachement en avant aussi. Donc ça, c'est ce que j'ai vu à l'œil nu. Et ensuite, j'ai commencé à prendre mes mesures. Alors, la bonne nouvelle avec cette personne, ça a grandement facilité le diagnostic, c'est que, ou du moins l'évaluation, c'est que cette personne est très symétrique entre la gauche et la droite, ce qui est assez rare. La plupart des personnes sont un petit peu tordues comme ça ou comme ça, etc. Non, là, il se trouve que ce client était bien symétrique. Du coup, je savais que je pouvais travailler surtout sur l'avant et l'arrière, plutôt que côté ou la rotation. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, donc, j'ai pu confirmer que cette personne avait vachement la tête en avant, avait vachement le dos voûté, donc ça j'ai pu mesurer. J'ai pu constater que cette personne manquait de cambrure au niveau des lombaires, ce à quoi je m'attendais parce que quand on a le dos voûté avec beaucoup de vélo, eh bien ça mène à une absence de cambrure au niveau lombaire et on est trop voûté au niveau thoracique. Puis ensuite, j'ai mis cette personne sur ma table. J'ai constaté qu'effectivement, les abdos du bas étaient très faibles. Donc là, c'était assez rapide. J'ai constaté qu'un autre muscle qui est très important, qui s'appelle le multifide, était aussi faible. Le multifide, j'en ai aussi parlé dans une autre vidéo, sur le mal de dos d'ailleurs. Et le multifide, il est intéressant dans son cas pour plusieurs raisons.
D'une part, parce que c'est un muscle qui est censé stabiliser l'articulation sacro-iliaque directement. Et je dis directement parce qu'il est attaché sur l'ilium et au niveau du sacrum et ensuite au niveau des vertèbres. Et en plus de ça, quand il est suffisamment entraîné, il va permettre de rétablir une certaine extension de la colonne vertébrale et donc de rétablir une certaine cambrure. Et aussi, c'est lui, s'il y avait une spondylarthrite, c'est lui qui permettrait de micro-stabiliser, avec d'autres muscles, hein, mais c'est lui qui permettrait notamment de micro-stabiliser chaque vertèbre pour éviter que ça frotte et que ça crée une spondylarthrite, donc une inflammation des articulations de la colonne vertébrale, qui peut mener à une spondylarthrite ankylosante. Ce qui a été écarté, mais c'était toujours intéressant. Mais dans tous les cas, j'ai constaté que le multifid était faible, en plus des abdos du bas. Donc là, je savais déjà, si je travaille ces deux muscles, ça va stabiliser devant et derrière, et donc ça va aider. La raison pour laquelle les abdominaux du bas aident à stabiliser, parce qu'ils sont devant, aident à stabiliser l'articulation sacro-iliaque qui est derrière, c'est parce que quand ils sont fonctionnels, ça va permettre de faire une rétroversion du bassin. Donc l'inverse de cambré, ça va faire une rétroversion du bassin, ce qui va venir tendre les ligaments sacro-iliaques. Et du coup, ça va plus frotter, ça va être stabilisé. Donc là, c'est plus une stabilisation indirecte, mais c'est comme ça que ça fonctionne en pratique. Donc j'ai constaté qu'il y avait bien le dos voûté, qu'il y avait la tête en avant, qu'il y avait les hanches en avant, les abdos du bas sont faibles, le multifid est faible. J'ai constaté aussi quand il était debout qu'effectivement, il y avait l'air d'y avoir un petit peu d'inflammation au niveau du côlon. Ça se voyait à l'œil nu. Donc là, ça confirmait ma suspicion et ça confirmait le questionnaire. Et le client m'a dit aussi, oui, j'ai tendance à avoir du mal avec le transit. Donc là, on savait qu'il y avait quelque chose. Et la dernière chose que j'ai observée, c'est qu'il y avait énormément de raideur au niveau des jambes. Donc il n'était pas du tout souple. Et notamment très raide au niveau des ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière des cuisses. Et ça, je l'ai même dit à mon client, je l'ai prédit avant même de le mesurer. Pourquoi? Parce que quand les abdominaux du bas sont faibles, on n'a plus cette stabilisation, ce verrouillage de l'articulation sacro-iliaque et le verrouillage des ligaments sacro-iliaques grâce à l'action des abdominaux du bas. Et en fait, le corps, il est intelligent, il va tenter de compenser en le verrouillant autrement. Et il se trouve que les ischio-jambiers, en particulier le biceps fémoral, donc je vous donne un petit peu d'anatomie, en particulier le biceps fémoral, c'est attaché derrière la hanche. Et en fait, le corps a tendance à rendre ce muscle un peu plus raide pour tenter de verrouiller les ligaments sacro-iliaques à la place des abdos du bas. Et c'est ce que j'ai constaté. Ce n'étaient pas les seuls muscles qui étaient extrêmement raides, mais là, dans son cas, ce que je lui ai expliqué, c'est que comme les ischio-jambiers étaient là pour compenser une faiblesse abdominale, on n'allait pas les étirer. Même s'ils sont raides, on ne veut pas les étirer parce que si je les étire, je vais un petit peu annuler le mécanisme de compensation du corps. C'est-à-dire que le corps, il met de la tension dans les ischios pour une raison, c'est pour stabiliser l'articulation sacro-iliaque. Donc ce que je lui ai dit, c'est surtout ne les étire pas pour le moment. On va travailler sur l'articulation sacro-iliaque, sa stabilité avec le multifid et les abdos du bas. Et normalement, le système nerveux, quand il détecte que l'articulation est plus stable, il va naturellement réduire le tonus dans les ischio-jambiers. Et donc là, c'est à suivre. C'était il y a quelques semaines. J'attends le retour de cette personne. Par contre, cette personne était aussi extrêmement raide des cuisses, l'avant des cuisses, donc les quadriceps et en particulier le droit fémoral. Et là, par contre, je lui ai dit de l'étirer parce que le droit fémoral, ce qu'il fait, c'est qu'il vient faire cambrer le bassin. Okay, il s'attache sur l'avant du bassin et il vient le faire cambrer. Et en fait, ça va augmenter les chances qu'il y ait une irritation au niveau sacro-iliaque parce que ça vient faire l'inverse de ce que les abdos du bas et potentiellement les ischios sont censés faire, à savoir verrouiller les ligaments sacro-iliaques. Là, ça fait l'inverse. Ça va les déverrouiller et ça crée une posture avec un bassin qui cambre légèrement. Et donc, ça augmente les risques d'irritation, d'inflammation et de douleur. Et de toute façon, il était tellement raide qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est à peu près ce que j'ai vu. Donc je vous simplifie les choses. J'ai fait énormément de mesures pour écarter certaines pistes et en confirmer d'autres.
Mais donc concrètement, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne? Je lui ai dit, on va renforcer les abdos du bas, on va renforcer le multifid, on va renforcer les muscles posturaux du haut du dos et au niveau cervical pour ramener la tête en arrière et redresser un petit peu le buste, ce qui encouragera le corps à faire reculer les hanches. En fait, si je recule la tête, les hanches reculent aussi pour aligner tout le corps. Et je lui ai encouragé à faire quelques étirements, notamment les étirements de l'avant des cuisses, pour rétablir la tension autour du bassin et pour encourager la stabilité sacro-iliaque. Et pour les soucis de côlon, donc là on n'avait plus le temps d'aller plus loin, mais je lui ai dit que potentiellement il faudrait s'intéresser à ça, sinon on risque d'avoir besoin de faire des exercices abdominaux pour le reste de notre vie. Tant que le côlon n'est pas content, ça risque d'être compromis et la douleur risque de revenir. Et dans son cas, j'ai soupçonné qu'il y avait de la colère refoulée. Voilà, il y avait l'air d'y avoir un truc là à ce niveau-là. Mais je lui ai dit, on pourra gérer ça éventuellement lors d'une consultation ultérieure avec l'alimentation, le stress psycho-émotionnel, potentiellement aller dans les traumatismes un peu passés, etc. Voilà. J'espère que c'était à peu près digeste. C'est la première fois que je fais ça. J'ai peur d'avoir parlé un peu vite. J'ai essayé de vous expliquer les choses étape par étape et de vous montrer donc comment je raisonne avec un cas pareil. Donc, n'hésitez pas à me faire votre retour. À nouveau, je fais ces vidéos pour vous. Moi, je pourrais parler de cas d'études toute la journée, aucun problème. Mais l'idée, c'est que ça vous apporte quelque chose ou au moins que ça éveille une certaine curiosité. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.